Bonjour chers étudiants, donc aujourd'hui on va essayer d'expliquer le poème Le Papillon. Bien entendu, cette explication orale sera relayée par le document écrit, donc une explication linéaire beaucoup plus détaillée avec un travail focalisé entre autres sur le procédé de la métaphore, qui est un procédé crucial dans ce texte. Donc, on avait vu que l'imaginaire pongien s'appuie assez souvent sur donc des éléments du règne matériel, minéral, animal, dont la solidité rassure. Mais la spécificité de ce texte, c'est que ça met en lumière un être volatile, fragile, éphémère, insaisissable. Donc, c'est quelque chose d'assez, dirions-nous, curieux. Et bien entendu, c'est pour la teneur, c'est pour l'épaisseur symbolique de cet objet qui emblématise la métamorphose, mais aussi qui se veut une allégorie de l'activité créatrice. Donc, nous avons dans ce texte, comme d'habitude, cette description révélatrice des diverses étapes, donc des diverses phases de cet animal. Et on va retrouver ce que Riffater appelle cette fantaisie sur un motif réaliste, c'est-à-dire qu'à partir d'un fait, dirions-nous scientifique, donc l'évolution du papillon, Ponge va jouer et broder, si l'on ose dire ça comme ça. Et donc, on va focaliser sur l'importance de, par exemple, le pouvoir étymologique, iconoplastique, sonore du langage qui va assurer le lien mimétique entre l'objet décrit, donc l'animal décrit, qui était ici le papillon, et donc la parole, en quelque sorte. Dans ce texte, on va voir donc les différentes étapes de la vie du papillon, son rapport avec le milieu qui l'environne, mais aussi son caractère, puisque là, il va s'agir comme d'habitude d'un grand travail sur la personnification. Et on peut dire que le lecteur, comme d'habitude, va se retrouver, va bénéficier, comme le recommande Ponge, de ce climat de l'évidence, tout en constatant en même temps que tout y est neuf, que tout y est inouï. Donc, on va, comme d'habitude, redécouvrir un objet, une chose banale, une chose qui nous paraît très familière. On va redécouvrir le papillon et donc cette redécouverte passe inévitablement dans ce texte par une sorte de récit. On a l'impression qu'il est en train de retracer les différentes phases de la vie du papillon. Il est même question d'une fable en prose, si l'on tient à défendre la thèse que Ponge se veut un fabuliste, et un fabuliste donc narquois, un fabuliste qui se démarque évidemment de ses prédécesseurs du XVIIe siècle, n'est pas La Fontaine qui veut, évidemment. Donc Ponge va mettre au centre de son poème cet animal, et les 5 paragraphes vont décrire les 5 étapes successives du récit. Et là, on va trouver véritablement un schéma narratif avec le temps du récit, donc le passé simple. Passé simple, par exemple, le verbe surgit, flambert, et surgit déjà, c'est une syllèbse grammaticale, puisque ça peut être le verbe surgir au présent, comme le verbe surgir donc au passé simple. On va même trouver une certaine description épique
avec un registre guerrier, un grand effort, cette tendance à l'hyperbole, hein, l'adjectif grand ici, hein, mais en même temps, on va trouver certaines comparaisons triviales, comme celle qui apparaît déjà dès la première page, la tasse mal lavée, comme une tasse mal lavée. Comparaison très domestique, donc qui donne même une coloration burlesque au poème. On a désigné donc ce texte comme une fable en prose, mais ça pourrait même être une sorte d'épopée, mini-épopée zoologique, proche de la parodie. Hein. Et là, bien entendu, on se base sur ces quelques indices qu'on avait repérés, donc ce registre épique, la tendance à l'hyperbole, etc. Donc une fable en prose et une fable familière, à commencer par le titre, le papillon, le mode de désignation qui nous présente le papillon comme une entité connue. Généralement, les insectes sont présentés par un pluriel, bien. Il aurait pu employer en prenant un papillon exceptionnel, puisque là, on va véritablement suivre la trajectoire de cet animal. Donc, dans la description de ce papillon, on va retrouver un procédé axial qui est celui de la personnification. Il y a trop d'anthropomorphisme, comme on en repère à l'appel dans tout le recueil. Donc au lieu de dire par exemple thorax, il emploie torse. Guenille au lieu de chenille. Il s'appuie ici sur la proximité sonore. Guenille, bien entendu, c'est un détail vestimentaire. La corolle de la fleur se transforme en une tasse mal lavée. Donc il y a la thématique de l'humain, thématique de l'humain qui est fortement explorée dans ce texte. L'animal est doté aussi d'une épaisseur psychologique, des attributs humains qui certainement ne sont pas exempts d'humour. Il vérifie, il venge, il vagabonde. Et le mécanisme du récit est validé par des connecteurs logiques. Donc il y a une certaine progression dans le schéma du récit, lorsque, comme, dès lors, d'ailleurs. Et la construction du récit repose bien entendu sur une série d'événements, sur des éléments événementiels, comme tout récit, dirons-nous, qui se respecte. Donc des éléments événementiels clairs, identifiables, la naissance du papillon, donc au début prenne de renvol, une analepse, chaque chenille eut la tête couverte, l'errance, une description éthologique, psychologique, et à la fin l'idée de l'ouverture. Donc là, on avait associé ce texte au répertoire de la fable. Hein. Donc, en quelque sorte, Ponge renie les codes de la poésie, les codes traditionnels de la poésie, et réclame plutôt un genre nouveau. Un genre nouveau, mais c'est un genre hybride, puisqu'il y a des divergences par rapport à la fable traditionnelle. Donc, on ne trouve pas de portée moralisatrice claire. C'est au lecteur, en fait, au lecteur herméneute de déduire la leçon de ce papillon, donc la visée didactique de ce poème. Ponge, dans ce poème, laisse l'interprétation ouverte. Donc la dynamique de la narration se targue effectivement d'infléchir le processus de la description. Donc la narration et la description. Dans les autres poèmes, on trouve par exemple la définition description, la narration et description. Chose qu'on avait aussi repérée dans le poème L'Orange, hein, les différentes étapes de l'orange. Donc il y a quand même des points de concordance entre tous les textes de ce recueil. Ce texte est très dynamique.
en raison de la présence d'une instance centrale très dynamique aussi, hein, très mouvante. Donc il y a beaucoup de verbes de mouvement, prennent leur envol, arrivent, se conduisant, emportent. Il y a cette connexion entre le monde animal et le monde végétal, la faune et la flore. L'animation de l'insecte se répercute évidemment sur l'environnement végétal. Quand il associe la faune et la flore, il pointe du doigt cette tension dialectique entre statisme et dynamisme, entre repos et vivacité, entre inertie et mouvement. Donc, si le papillon est dynamique, c'est aussi grâce à sa corporéité. Ponge ici focalise sur le corps de l'animal et nous relevant aisément une pléthore d'indices anatomiques. Donc on trouve par exemple tête aveuglée, torse amaigri, ailes symétriques, et on note aussi ce foisonnement d'adjectifs. La trajectoire du papillon est aléatoire, anarchique, hein, donc un déplacement erratique. Il insiste sur ses tribulations, au petit bonheur, la chance. Mais aussi, il y a, comme on l'a vu par exemple dans le premier poème, lui, il y a ce mouvement orthogonal, hein, vertical et horizontal. Donc, ascendant, mouvement ascendant, l'axe vertical du bas vers le haut, de la terre vers le ciel, donc tournure passive, maltraité par le vent, verticalité emblématisée par les tiges et le sommet, donc une certaine hiérarchisation qu'on pourrait interpréter après comme une allusion donc comme une en quelque sorte allusion chargée de sens, d'une certaine dénonciation de la structuration pyramidale de la société, donc il y a une certaine idéologie derrière, hein, qui est vraiment en sourdine, hein, c'est tacite, hein. Et cette verticalité donc est contrecarrée par une horizontalité matérialisée par l'espace vaste du jardin. Il vagabonde dans le jardin. On a parlé de cette personnification et le papillon paraît humilié. Il insiste sur l'humiliation. Mais humilié, si l'on fouille un petit peu dans l'origine étymologique de ce terme, ça vient de humus qui veut dire élévation spirituelle. Donc c'est tout le contraire. Et c'est peut-être là la revanche de cet animal. La dernière métaphore, pétale superfétatoire, donc corrélation entre le règne animal et floral, bas, haut, terre, ciel, mouvant, statique. Je vous ai dit au début que dans donc l'explication linéaire que vous allez trouver sur la plateforme, donc l'explication écrite, il y a quelques notes que je vous ai laissées, il y a un travail sur les métaphores. Pourquoi? Parce que ce texte est articulé autour de 3 métaphores magistrales. Et dans ces métaphores, il y a une insistance sur la forme du papillon, le corps et les ailes. Le corps est associé au bâtonnet, le bois de l'allumette, le mât du voilier dans la comparaison navale, aéronautique, la tige de la fleur, et les ailes, la flamme de l'allumette, les voiles du navire et les pétales des fleurs. Dans ce texte, on trouve ce lien mimétique entre la parole et l'objet décrit. Donc ce jeu, ce triangle pongien, ce jeu tripolaire entre objet, objet et objet. Ne serait-ce qu'à travers le graphisme, donc la fréquence de la lettre V, hein, déjà les lettres V, ça mime un petit peu donc les ailes du papillon.
mais aussi l'envol, mais aussi la vibrante sonore V, euh, qui mime un petit peu les frétillements des ailes, donc le bruit de l'animal. Donc à la fin, il s'envole, c'est la libération, libération au sens poétique, mais aussi au sens politique. Puisque je vous ai dit qu'il y a derrière quand même toujours en filigrane, une visée polémique. Ce sont des clins d'œil à la politique, peut-être à l'appel à la résistance pendant l'occupation allemande, donc la mainmise du nazisme en 1942, etc. Donc c'est peut-être aussi la revanche du mineur, hein, en quelque sorte. Et dans ce texte, on a parlé de fables familières, et on trouve ce mélange entre la langue savante et la langue familière à travers la première comparaison, les tasses mal lavées, mais aussi certains mots, par exemple, d'origine arabe, comme tasse, sucre, hasard, etc. Dans le texte aussi, on relève tout un lexique qui réfère à l'industrie, donc sucre, huile, lampiste, ce qui n'est certainement pas dénué de signification. Et chenille, guenille, le dénuement matériel, vestimentaire, c'est peut-être aussi en rapport le prolétaire avec le prolétariat, tout comme l'espace hiérarchisé, fortement hiérarchisé, la lutte des classes, hein, dans la France de la première moitié du XXe siècle. La misère de la chenille, atrophiée au sens même étymologique, la malnutrition, ça vient de trophée, en grec c'est la nourriture, donc il y a une certaine personnification. Donc il y a humiliation, mais en contrepartie, il y a beaucoup de verbes de mouvement, il y a le verbe agir, agit. Donc le papillon agit, il est libéré, il prend son envol et il venge sa longue humiliation. C'est donc comme ça qu'on peut un petit peu réorganiser les pièces de ce puzzle et comprendre donc la visée didactique de ce poème. Donc cette délivrance est bipolaire et donc politique et on a dit poétique. Le papillon, c'est le papillon cristallise la notion de la métamorphose, chenille, chrysalide, papillon. On a relevé la polymorphie des éléments métaphoriques, allumette, volante, minuscule voilier, pétale superfétatoire. Et là, encore une fois, je vous recommande de bien réviser le cours. Donc, je vous laisse sur la plateforme. Que dis-je donc l'homme guenille, l'homme qui vagabonde, l'homme lampiste, c'est peut-être aussi le poète. Et donc on retrouve toujours cette dimension métapoétique, cette dimension autotélique qui tisse la charpente discrète des poèmes du parti pris des choses. Donc du coup, dans ce texte, le papillon semble s'affranchir un petit peu de son destin, hein, semble s'affranchir de son destin, hein, semble toujours à la recherche d'une forme durable, d'une forme flamboyante. Et là, j'insiste sur le paradigme de la lumière, la luminosité. Donc, le papillon comme figure prométhéenne, c'est Prométhée, voleur du feu. Donc, le texte devient le lieu d'une réflexion vagabonde sur l'activité d'écriture, mais le poème comporte aussi en sourdine une leçon relative à la volatilité des choses, qui est un appel à l'humilité et qui fait écho à la fragilité même de la condition du poète. Donc on retrouve à la fin divers paliers
Le palier, on a dit, peut-être politique, le palier social, idéologique, historique aussi, mais aussi le palier poétique, puisque c'est une réflexion sur la poésie et sur le statut même du poète. Donc, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt pour d'autres explications. Et Ramadan Mabrouk.